une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 23e épisode, nous recevons Marco Bérubé, fondateur de Mobux, agence de marketing social et numérique, connue pour sa méthode Moneyball. Nous discutons de l'importance toujours grandissante des données, du royaume des PME, de la place des influenceurs et de la clé des micro-victoires. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Marco Bérubé de l'agence Mobux. Donc, merci Marco d'être avec nous. Yes! Super content. J'ai comme un réflexe, il y a quand les caméras, c'est comme tout le temps, es-tu là? Ouais, t'es enregistré, record, dans la caméra, deuxième Yes. caméra. Bonjour. Caméra 2. You're shining right now. Super C'est content magnifique. d'être avec vous autres, les gars. Ben oui. Vraiment, Merci. ça fait une couple de mois qu'on s'en était parlé et Oh. tout, puis là, on était comme là, let's do it. Ouais, c'était même une anecdote parce que, en fait, moi, en tant que première année, en tant qu'étudiant à HEC, je pense que c'est ma prof Annie Guérard Ouais. qui t'avait invité pour faire une forme de petite conférence. Puis, tu sais, je pense que c'était le lendemain d'une grosse brosse pour toute notre classe. Tout le monde était Ouais, arraché. c'est l'université. Là, Ouais, tu c'est ça. C'est pas mal tous les jours. sais. C'est ça. mais je m'en souviens, j'étais comme... Tu sais, t'as une expertise justement dans le marketing digital, les réseaux sociaux, puis ton niveau storytelling, j'étais genre, man, ça m'a vraiment capté l'attention. Donc, ce recours m'a toujours marqué, puis du fil en aiguille avec ce balado-là, le fait que tu viens, ça, c'était complètement genre un excellent choix ce que tu viens, parce que je pense que ça... Moi, ça m'a toujours fait rire parce qu'aller au HEC, moi, j'ai une attestation d'études collégiales en commerce international. J'ai pas de bac universitaire, rien. C'est comme un manquement à ma vie, si tu veux, que j'ai eu. S'il pouvait revenir en arrière, je serais plus assidu, je serais moins sur la brosse, puis je serais plus souvent aux études. Mhm. Puis j'avais particulièrement ri, puis je pense que je vous l'avais dit. Je disais, si tu m'avais dit que la première fois que j'irais au HEC, c'est pour enseigner et non pour étudier, je t'aurais jamais cru. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça malade. C'est fou comment la vie fait bien ces choses. Ouais, absolument. Puis tu sais, ça fait déjà, ça doit faire 3 ans de ça, Ouais. à peu près. Ouais, on agit quand même bien, là. Ouais. Mais la barbe elle reste autant intacte, je pense que vous voyez la Toujours. caméra, c'est une barbe légendaire, ça. Toujours. Puis le béret à la Peaky Blinders, toujours. Bon, Puis, on aime bien commencer les Ouais. épisodes du balado par une question qui brise la glace, là. On veut apprendre à connaître un petit peu Marco, c'est qui. Donc d'abord, j'aimerais savoir quel type de pain es-tu, Marco? Hey, cette question-là, j'y ai pensé, là. J'y ai pensé tout ça, puis je pense que je vais avoir une réponse qui est plate, mais qui est quand même le fun. Je pense que je suis un croissant. OK. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, tu sais, le croissant en tant que tel peut paraître plate, mais tu peux manger un croissant pour déjeuner. Tu peux te faire un sandwich au jambon au croissant. Tu peux mettre du Nutella dedans. Tu peux faire multitude de choses. Fait que c'est vraiment, je pense que ce serait ça, le croissant, qui s'adapte à toutes les situations et tout ça. Puis, honnêtement, j'ai jamais entendu personne sur la Terre dire « Je t'écœurerais de manger des croissants ». Tu fais juste le manger différemment, puis la vie est belle. Fait qu'un croissant, tout simplement. C'est vrai que c'est underrated en plus. Ouais, hein. c'est vraiment underrated. J'ai C'est comme le récemment- underdog des pains. C'est bien. Puis ça vient mettre le lien avec toi direct. ben oui. Nice. Mais déjà, parlant de toi, justement, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment tu t'es rendu à start l'agence Mobux, là? Ben moi, mon parcours, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. J'ai écrit un livre de type Donjon Dragon à l'adolescence. J'ai eu une ligue d'hockey-ball. J'ai eu une compagnie de vêtements dans mon jeune âge. Tu sais, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, mais à l'époque, moi j'ai 39 ans, tu sais, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, c'était pas dit comme ça. C'était comme un marginal. Là, tu sais, c'est comme t'as pas une vraie job puis tu suis pas vraiment le chemin standard. Aujourd'hui, on accepte beaucoup plus puis on encourage l'entrepreneuriat beaucoup plus qu'il y a 25 ans. Et début vingtaine, j'ai fait mon attestation d'études collégiales en commerce international. J'ai parti une boîte de consultation en commerce international. Fait que je faisais du développement des affaires pour des entreprises québécoises qui voulaient prendre de l'expansion, majoritairement dans le reste du Canada et aussi en Amérique latine. J'ai fait ça pendant 6 ans, 7 ans. Puis c'était de moins en moins moi. Tu
sais, on était beaucoup chemise, cravate, mission commerciale et tout ça. Puis je trouvais que j'étais moins... c'était moins moi. Mais je travaillais quand même avec les médias sociaux. On faisait du réseautage via LinkedIn, je m'occupais de mon Facebook, je m'occupais de mon site web, j'utilisais Twitter pour aller chercher de l'info et tout. Fait que j'ai commencé des balbutiements là-dedans. 2014, je suis retourné sur le marché du travail, travaillé pour une agence web, j'ai travaillé en vente et j'ai vu le potentiel des médias sociaux. 2014, là, j'étais comme, c'est incroyable à quel point les entreprises sous-utilisent les médias sociaux et le potentiel. Et là, j'ai dit, bon, ben, let's go, je me lance. Fait que début 2015, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai dit, je vais aider les entreprises à se structurer au niveau de leurs médias sociaux. Et ce qu'on a commencé à faire, donc Facebook, Instagram, on a rajouté de la publicité là-dedans, du Google Ads, du LinkedIn, de la campagne de pub, photos, vidéos et tout ça. Puis là, aujourd'hui, bon, on est une équipe de 10, puis on a des clients Canada, États-Unis. On travaille dans 2 langues, puis je veux dire... développement exponentiel. Ouais. Félicitations. Ouais, vraiment. C'est super fier. J'en parlais avec ma gang il n'y a pas si longtemps. Là, puis ce que je trouve le fun, c'est que quand tu pars une business, des fois, tu as une vision un peu de ce que tu veux. Je pensais pas atteindre ça aussi rapidement. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que quand je regarde ce qui s'en vient, c'est comme... Ça n'a pas de sens, là. Le potentiel du numérique dans les prochaines années. Puis le confinement, le COVID a nui à énormément de gens. Mais moi, je m'amuse à dire que ça l'a donné au numérique, c'est l'aide de noblesse. Là. Ouais. Il y a bien des entreprises qui ont réalisé, qui ont fait « OK, mais là, je suis obligé d'aller sur le numérique, mais je réalise que c'est vraiment payant, puis c'est vraiment rempli de potentiel. » Fait que je pense que les prochaines années vont être encore plus intéressantes. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, en voyant ton parcours, oui, tu es un entrepreneur, mais tu es aussi un conférencier, tu es un animateur, tu es un propriétaire d'équipe d'hockey club, d'hockey-ball, désolé. Ouais. Mais le storytelling, ça paraît que ça c'est en toi, ça vibre en toi. Comment tu vois les réseaux sociaux, que c'est une extension vraiment de tout le narratif maintenant qui se passe pour les entreprises, pour les personnes? Tu sais, à la fin, on fait notre personal branding. Les entreprises font leur personal branding et quand on voit un produit auquel on veut acheter, c'est qu'on est attiré, oui, au produit, mais à l'entreprise derrière ça. Mm-hmm. Et toi, comment tu aides par rapport à ça? Ben, moi, il y a une espèce de dichotomie dans tout ça, c'est de dire que je travaille dans les médias sociaux, mais je suis très peu présent sur les médias sociaux. Je veux dire, je publie pas nécessairement sur Instagram, je publie pas beaucoup sur Facebook et tout ça. Moi, j'ai décidé de faire un équilibre dans ma vie parce que je baigne là-dedans à longueur de journée. Fait que moi, le soir, quand j'arrive à la maison... Puis je devais faire un peu attention là aussi, là. Pas que ça soit trop sur ça. Ben, tu sais, c'est drôle parce que j'avais déjà eu la discussion avec mon plus vieux, puis tu sais, j'étais tout le temps sur mon téléphone, puis j'avais sorti l'argument, j'ai dit, ben, la journée que ton téléphone il te rapportera de l'argent, tu pourras l'utiliser comme tu veux. Tu sais, argument papa, là, tu sais. Sure. Puis là, après ça, j'ai repensé à ça, puis j'ai décidé que mon téléphone, je le rangeais. Puis là, d'arriver puis de dire, ben moi, mon téléphone, il me permet de gagner ma vie, puis je suis capable de le laisser de côté pendant 2-3 heures. C'est quoi ton excuse? Tu sais, d'y aller dans le positif plutôt que moi, je peux, toi, tu peux pas. C'est de dire, moi, je peux le faire, toi, tu peux le faire aussi. Fait que, mais le storytelling revient à la base des médias sociaux. Les gens vont là, puis c'est des humains qui parlent avec d'autres humains. C'est ça, la base des médias sociaux. Fait qu'une business qui va aller sur les médias sociaux, il faut que ce soit un humain qui a une business qui va parler à un humain qui a besoin d'un produit ou d'un service. Fait que le storytelling, c'est la base. La grande majorité des entreprises vont là pour vendre. 80% des gens vont sur les médias sociaux pour s'informer, pour se divertir. Voilà. Ben, va sur les médias sociaux avec ton entreprise, informe, divertis, et au final, tu vas te développer des ambassadeurs, tu vas te développer une communauté qui est engagée, qui va devenir des ventes. C'est souvent ça l'erreur. C'est pas si c'est souvent ou si c'est tout le temps l'erreur des entreprises. Ils vont là pour leurs besoins à eux. J'ai besoin de vendre. Ouais, mais les gens vont pas sur les médias sociaux pour acheter. Ils achètent, mais ils vont pas là pour acheter. Ouais, c'est un très bon point parce que aussi pour les entreprises qui est de B2C, même de B2B, il faut aussi prendre en compte aussi que les employés sont aussi des ambassadeurs, ils sont même des influenceurs de la compagnie auquel ils travaillent, etc. Exemple, j'ai des amis qu'eux, ils travaillent pour L'Oréal et je peux t'en dire de mon Instagram, je vois des publicités de L'Oréal de la part de personnes qui travaillent là, etc. Et ça fait connecter à l'humain. À cause que j'ai appris cette personne-là, qu'on voit justement qui se met très bien dans cet écosystème à L'Oréal, j'achèterai un produit à cause de ça. Oui, absolument. Ça devient des ambassadeurs, puis en même temps, ça permet de te faire une reconnaissance. Tu sais, quand on a un beau concept de pub qui sort, puis tu partages sur les médias sociaux, puis tu dis hey, très bon job de tel employé à la direction artistique, tel bon job de telle personne qui a pris les photos.
ben, c'est de la gratitude de ton staff. Et toi, tu le fais, eux, ils trippent, mais eux aussi vont le partager. Je suis fier du travail que j'ai accompli pour mon employeur. Fait que c'est un mode de communication qui est extrêmement puissant. Puis lorsqu'il est utilisé de la bonne façon, il peut amener des résultats phénoménaux. Là. Phénoménaux, ouais, ça se dit. Puis parlant de bonne façon, là, si on rentre dans le comment tu gagnes ton pain, parce qu'il y a des agences en communication, des agences en numérique, il y en a beaucoup là, quand même, mais vous avez trouvé une façon de vous démarquer parmi les gros requins, puis vous avez développé une technique, ou plutôt perfectionné une technique, l'adapter au monde du numérique. C'est quoi exactement la technique Moneyball? D'ailleurs, tu as le chandail, si tu veux même le montrer à la caméra, lift up un petit peu, tu vois, exact. Et voilà, comme ça. Yes. Moneyball. Bon, pour répondre à ta question, je vais juste faire un bémol parce que je veux pas qu'on... Tu as dit des requins, là, c'est pas... Pas des gros joueurs, des là, gros joueurs, des baleines. Bon, en réalité, je raconte cette histoire-là, puis c'est l'histoire de la révélation, de l'épiphanie, si tu veux, Moneyball. C'est l'histoire de Billy Beane, qui est le directeur général des Aces d'Oakland, qui... il a réinventé les façons de recruter des joueurs parce que lui, il partait avec un principe que il y a 30, 35, 40 millions de masse salariale, puis il se bat contre des Dodgers puis des Yankees, donc des gros joueurs qui ont 150, 180, 200 millions. Et il se dit, je serai jamais capable de rivaliser avec eux autres si j'utilise les mêmes règles du jeu que eux. Et ça, c'est un film qui a été fait en 2011 avec Brad Pitt qui est dedans, et 2015, je suis chez nous, je suis en train de travailler, j'écoute ce film-là, et dans le film, il y a un bout où est-ce qu'il arrive, il dit, il est avec ses recruteurs, puis il dit, savez-vous c'est quoi les gars le problème? Le problème, c'est que il y a les équipes riches qui sont là, en dessous, il y a les équipes pauvres. Puis il y a 20 piles of shit. 50 feet of crap. C'est ça. C'est 50 pieds de merde, puis il y a nous autres. Puis moi, quand j'ai écouté ça, j'ai fait, aïe, c'est nous autres. C'est moi, c'est ma business. J'ai pas d'argent. J'ai pas de ressources. J'ai juste du temps. J'ai 50 heures par semaine. C'est tout. Et là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Puis j'ai dit, OK, mais je suis pas tout seul là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là. Tu sais, l'économie québécoise dépend des PME. Puis les PME, ils n'en ont pas d'argent. Tu sais, je veux dire, that's a fact. Là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir à ça. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que la philosophie Moneyball, c'est la gestion mesurée des ressources. C'est de dire, comment est-ce qu'on peut dépenser de l'argent et du temps? Parce que moi, le temps est aussi important, sinon plus que l'argent. Okay? Comment est-ce que je peux le dépenser sur les médias sociaux pour être capable d'obtenir le meilleur résultat pour le meilleur investissement de temps et d'argent? Et ça, dans le film, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va arrêter de viser les coups de circuit, puis on va viser juste des gars qui se déplacent sur les buts. C'est moins spectaculaire, ça coûte vraiment moins cher. Mais si tu as beaucoup de gars qui se déplacent sur les buts, ben, ils font le tour, puis ils font des points. Fait que c'est là que la philosophie Moneyball, c'est de focusser sur des micro-victoires. Parce que moi, quand je donne des formations, je dis toujours aux gens, puis même des formations où je parle avec des clients dans des pitchs, je veux dire, il y a le triangle d'un projet. Vous savez, c'est quoi le triangle d'un projet? Non, Il y a 3 aspects à prendre en considération dans un projet. Le temps, la qualité et l'argent. Choisis-en 2. Ouais. Tu n'as pas le choix. Si tu veux un travail de qualité, puis que tu veux que ça se fasse rapidement, oublie l'argent, ça va coûter cher. Si tu veux un travail de qualité, puis tu veux que ça coûte pas cher, mais oublie le temps, ça va être long. Puis si tu veux quelque chose de rapide qui ne coûte pas cher, oublie la qualité, ça va être de la merde. OK? Fait que la technique Moneyball, la qualité, on n'a pas le choix. Tu peux pas être sur les médias sociaux puis faire du contenu qui est de la crap. L'algorithme va te tuer. Fait que la qualité, c'est sûr. Je suis une PME, j'ai pas de cash. Ben oublie le temps. Ça va être long. Fait que moi, je focus sur les micro-victoires de dire, fais-toi un plan sur 6 mois, 9 mois, 12 mois et d'avoir des petits succès récurrents tous les mois. Au final, ça va t'apporter quelque chose de cher. Ouais. Fait que c'est ça la philosophie Moneyball, où est-ce que les grosses agences vont travailler avec des gros joueurs. De dire, t'as-tu 2 millions de budget pour une campagne de pub? Moi, j'ai des clients qui ont 10 000 $ de budget annuel. Là. Je veux dire, je peux pas te faire un coup de circuit avec ça. Mais je peux te faire une stratégie où est-ce que tu vas mettre du temps, tu vas mettre un peu d'argent et tu vas surtout mettre une stratégie en place qui va t'amener du succès sur du long terme. Fait que c'est ça la philosophie Moneyball que j'ai mis en place. C'est vraiment intéressant parce que dans le film Moneyball, by the way, que si vous ne l'avez pas regardé, je vous recommande fortement. Très bon. Très, très bon film. Mais c'est évidemment les micro-victoires aussi, c'est que tu les planifies à travers justement une approche quantitative, une approche analytique ou tout que justement tu analyses. Et c'est ça l'approche justement des Oakland, c'est que les coups de simple, c'est qu'ils ont pris les joueurs inconventionnels auxquels personne ne pense qu'ils sont des joueurs solides, mais après en analysant, même s'ils font beaucoup de walk-off,
pour aller au premier but, ben ils ont atteint le premier grave. but. Ils ont atteint le premier but. Voilà. Mais c'est les Sabermetrics qu'ils appellent. Les Sabermetrics, c'est l'analyse du data, puis ça, c'est une autre chose. Dans la philosophie Moneyball, c'est de dire arrêtez de faire une stratégie, on la déploie, puis on passe à l'autre. Est-ce que je peux regarder ce que j'ai fait dans mon mois? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a marché super bien, ça n'a rien coûté. Ben, refaisons-le. Ça a coûté vraiment cher, ça n'a pas apporté de résultat. Ben, arrêtons de le faire. As-tu une approche non conventionnelle, exemple, une étude de cas que genre comme tu peux un peu témoigner, exemple, que ça serait une belle anecdote à raconter? Ben, une méthode non conventionnelle. Ben, Mobux. OK. Tu sais, je veux dire, Mobux est la définition même. Mais moi, je le dis sans aucune gêne. Là. Je veux dire, on ne fait pas de prospection. Je fais aucun démarchage. J'ai des clients récurrents. Le téléphone sonne, tout le kit, puis je dépense 5 000$ de budget de pub par année. Si tu veux une approche Moneyball, là, tu peux pas avoir plus Moneyball que ça. À travers le taux de référencement et justement ça. Différentes actions, Ok, micro-victoires, des articles de blog, des podcasts, des conférences gratuites. Tu sais, parce que, pense-y quand même, là. Tu sais, quand je te parle de micro-victoires, là, le fait qu'on soit assis ensemble, guys, c'est exactement ça. Ah oui. J'ai donné une conférence gratuite au HEC il y a 3 ans, qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis à un podcast. Mhm. Mais si je fais pas, si je pense pas Moneyball, je vais pas faire la conférence gratuite. C'est des étudiants, man. Ils me donneront pas de cash. Ouais, exact. Ouais, mais ça, c'est pas Moneyball. Je veux dire, ça m'a coûté 2 heures de temps, puis aujourd'hui, ça m'amène à être assis avec vous. Et ça va probablement m'amener que le téléphone va sonner, puis je vais aller chercher un contract. Ouais. Mais quand je vais aller chercher mon contrat, je vais revenir en arrière, je vais dire, OK, c'est ça, c'est il y a 3 ans, micro-victoire. Mais ça me rappelle quand même beaucoup, puis je pense, Louis, tu vas vraiment aimer ce que je vais dire. Là. Ça me rappelle beaucoup de notre cher Gary Vee, que tu aspires beaucoup. Justement, il a fait un livre récemment que tu en as parlé dans le podcast d'Étienne Boulay. Tu l'es chez Boulay, je vous recommande aussi fortement. Très fort. Justement, jab, 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 hook. Ouais. Ça, c'est vraiment cette approche-là. Justement, c'est de créer de la valeur qui est gratuite, mais on écoute du Gary Vee. Mais je l'ai changé, ça. Je l'ai adapté. Ah ouais, mais c'est Ben ça, ouais. tu as adapté. C'est premier but, deuxième but, troisième but, marbre. Fait que je vais de même. Fait que c'est visibilité, notoriété, considération, conversion. Ouais. Vas-y selon ce flow-là. Essaye pas de te rendre au marbre tout de suite. Marbre, c'est un client. Fais pas ça tout de suite. Va au premier, donne de l'info. Va au deuxième, donne de la valeur. Va au troisième, demande un courriel. Puis après ça, passe au marbre. Mais tu prends ton temps à apporter de la valeur éducationnelle, de la valeur informative. Exemple, les personnes qui écoutent ce balado vont dire, après, on va parler un peu de tous les différents points techniques, justement, du marketing digital, etc. Mais ça, c'est gratuit. C'est des cours gratuits, mais après, c'est du taux de référencement et qu'on va penser, mon Instagram ou mon Facebook, il y a un peu de lacune à avoir, ben, shit, Marco Bérubé, ben oui, j'ai écouté ce gars-là dans un podcast. C'est ça. Puis, ce qui est drôle en plus là-dessus, c'est que, tu sais, on parle de Gary Vee, premier but, deuxième but, troisième but. Ben, je fonctionne aussi comme ça dans mon service conseil. Moi, là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, là, puis qui me dit « Hey Marco, j'ai de la misère avec ma page Facebook, tu serais-tu capable de m'aider, puis tout le kit? » Je vais t'aider. J'ai pas de problème. Mais tu as 3 prises. Premier conseil, j'ai pas de problème. Deuxième conseil, j'ai pas de problème. Troisième conseil, achète-toi une banque d'heures. Là, tu sais, je t'ai donné 1 Q, je t'ai donné 2 Q. Là, t'es rendu à 3. J'en ai assez donné. T'es strike, là. T'es strike out, je t'en donne plus de conseils. Puis, il n'y a pas personne qui va me dire il m'a donné 2 conseils gratuits, puis là, il me charge pour le 3e. Non. Si le premier conseil, je te dis je vais te charger, c'est comme hey, calmons-nous, là. Le deuxième, je te charge, c'est de dire ouais, il me donne un conseil gratuit pour me vendre le deuxième. Non. Après 2, je me sens très à l'aise de dire achète une banque d'heures, puis je vais t'y aller. Fait que, tu sais, des analogies de baseball puis de sport, là, j'en ai à côté tout le temps, là, mais... On va ça. Ouais, c'est ça. C'est... Mais à part justement de tes expériences au Québec et aussi comparé à tes autres clients que tu as au Canada ou aux États-Unis, est-ce que tu vois qu'il y a un peu ce greed un peu que tu as pu retrouver chez certains clients ou des personnes qui voulaient avoir tes services, qui voulaient avoir le plus possible de gratuit, puis dès qu'ils constatent que c'est pas du bénévolat ce que tu fais, là? Tu nous rends-tu dans la section d'argent du beurre, là, mon ami? Kinda? Pas kinda. Ouais, on est-tu trop loin? Ça va-tu? Non, on y va. Let's go. C'est... j'aurais pas tendance à dire que je vais pas comparer un peuple avec un autre parce que je veux dire, j'ai pas négocié des ententes avec des Français au niveau des médias sociaux ou américains ou quoi que ce soit. Il y a 2 choses. Ben, tu sais, la première chose, c'est que, tu sais, j'ai parlé tantôt que les médias sociaux vont aller chercher leur lettre de noblesse. On est là. Les gens sont comme, hey, je paierai pas 1500$ que quelqu'un me fasse des posts Facebook, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas faire des posts Facebook, là. Tu sais, Martin, qui est le directeur de pub, il dit toujours
tu me payes pas. Tu sais, il dit, un pianiste, là, tu le payes pas pour l'heure qu'il joue du piano. Tu le payes pour le 10 000 heures de pratique qu'il y a en arrière, qui est capable de te faire une belle tonne au piano. C'est un peu la même chose, les médias sociaux. Tu sais, de dire, ouais, tu as juste mis un texte, tu as juste mis une image, puis t'as publié, puis tu as eu des résultats. Non. Je sais c'est quoi le texte, je le sais c'est quoi le visuel, puis je sais que je suis capable de bâtir ça pour que tu aies des résultats. Mais on est en train d'arriver là. Mais dans les premières années, là, les gens disaient, ouais, mais là, tu sais, je ne paierai pas pour tout, je pourrais, tu sais, ma fille pourrait le faire. Ouais, ta fille pourrait le faire. Qualité. T'sais, là, tu viens de choisir la qualité. Fait que, tu veux pas de qualité parce que tu vas travailler avec une personne qui n'a pas les compétences, parce que, tu sais, il y a l'algorithme de Facebook maintenant, il y a la pub Facebook, il y a tout ça. Il y a énormément de complexité, puis les gens ont tendance... Le problème des médias sociaux, c'est qu'ils sont rentables et sont faciles à faire. Fait que les gens, ils mettent du temps là-dessus, ils mettent du budget de pub, ils ont des résultats, puis là, ils ont le sentiment que leur stratégie est bonne. Ah, mais c'est pas parce que tu réussis à faire quelque chose maintenant que ça va vraiment t'apporter les résultats que tu devrais avoir. Tu sais, tantôt, je parlais de Moneyball. J'ai un auteur que j'ai lu que je me souviens plus le nom, parce que je veux vous le dire, bien évidemment, ils ne sont pas. Et ce gars-là a acheté un club au Danemark, un club de foot, FC Midtjylland, que ça s'appelle. OK, ouais, je sais quelle sorte tu parles. Puis il l'a acheté avec un gars qui avait acheté Brentford en Angleterre. Et ils ont appliqué la technique Moneyball pour les Sabermetrics, tout le kit, pour être capable de repêcher des joueurs, tout le kit, puis expliquer comment il faisait ça. Et il y a une phrase qu'il dit dans son livre, il dit « Success turn luck into genius ». OK? Les médias sociaux, c'est ça. Je fais n'importe quoi sur les médias sociaux, je mets un petit budget de pub, j'ai du succès, oh mon Dieu, je suis un génie. Non, t'es chanceux, man. La journée que l'algorithme change, ta stratégie, elle vient de planter, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ça marche, donc tu sais pas pourquoi ça marche pas. Fait que ça, c'est un enjeu des médias sociaux qui est super important. De dire, c'est pas parce que tu fais quelque chose sur les médias sociaux puis que tu as des résultats que tu pourrais le faire différemment et en avoir encore plus. Et là, l'algorithme change tout le temps. Si t'es pas adapté puis si tu la connais pas, ben, un moment donné, tu vas perdre ça puis tu es comme, OK, mais c'est parce que ça fait 3 ans que je roule avec ma stratégie qui m'apporte des résultats puis là, elle m'en apporte plus. Là, tu es dans le trouble. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que la technique Moneyball est quasiment à l'épreuve des algorithmes ou elle en prend en compte et elle permet de réagir? Non, elle n'est pas à l'épreuve des algorithmes. J'aurais pas la prétention de dire ça. La seule chose, c'est comme on focus sur du long terme, sur de la micro-victoire, puis on est beaucoup dans l'analyse à court terme, de dire j'ai fait ça, ça a marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et tout ça. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand mettons des grandes entreprises, là, bon, ils mettent 1 million de budget dans leur pub, OK? Et là, ils en mettent sur Facebook, ils en mettent à la radio, ils en mettent à la télé, ils en mettent à gauche, à droite et tout ça. Et là, ils finissent leur année, ils disent « Hey, guys, on a augmenté les revenus de 15%. Yes, on va augmenter le budget marketing de 15%. » Fait que là, on a 1,15 million à faire. Bon, on va mettre 1,15 million sur toutes les places qu'on a mis de l'argent, puis on continue. Ouais, mais peut-être que ta radio, là, elle te rapporte 0. Ce serait mieux de prendre ton budget de radio et de le mettre plus sur Facebook, puis même que ton budget sur Instagram, il n'est pas super payant, tu devrais le transférer sur Google Ads. Souvent, c'est ça qu'on fait. Les gens, ils mettent du cash, ils ont des résultats et ils ne se posent pas la question. La technique Moneyball, c'est la gestion mesurée des ressources. Donc, il faut que je gère mes ressources et il faut que je mesure. À partir du moment que je mesure, je dis « Hey guys, on a eu 15% d'augmentation cette année, c'est super le fun. On va avoir 1,15 million ou 10 000 ou 15 000. » Puis même, je dis 1,15 million, je donnais l'exemple, mais l'enjeu est encore plus grand quand la business elle a 10 000 à mettre. Si elle a mis 2 000 $ dans une pub radio, là, c'est 20% de son budget annuel. Là. Exact. T'sais? Fait que là, tu regardes, tu fais comme « Hey, sais-tu quoi, la pub radio, elle n'a pas fonctionné comme on pensait. Fait que peut-être qu'on devrait prendre ce budget-là et on devrait le mettre sur Spotify. On va rester dans l'audio, mais au moins, on va pouvoir géo-cibler puis on va pouvoir envoyer la pub à l'audience qu'on veut puis on va avoir plus de résultats. Au moins, tu te poses les bonnes questions. Fait que c'est un peu ça. Je dis pas que c'est à l'épreuve de tout, mais c'est juste qu'on n'est pas dans une formule qui est statique, qui ne bouge pas. C'est toujours, on analyse, on étudie, on modifie, on optimise. Avec une emphase énorme, une action, c'est plutôt sur les analytiques quand même. Là. C'est surveiller, c'est quantifier, c'est tracker. Oui, mais le problème qui arrive avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le data puke. Là. Ouais. Il y a tellement de data. Là. Il y en a tellement que là, un moment donné, tu peux passer des journées entières à analyser du data. Moi, je dis toujours à ma gang, sortez 8 indicateurs, là, 5, 6, 7, 8 indicateurs de performance. Puis ça, c'est une autre chose. Il faut que tu sois capable de donner des indicateurs de performance qui vont fitter avec ton objectif. Si je fais une campagne de visibilité, notoriété, ben, je ne peux pas mettre un indicateur de performance sur mes ventes au final. Je fais une campagne pour être vu, pour être connu. Ben, donne-moi des indicateurs de vue. T'sais, ils ont vu ma vidéo, ils ont liké, ils ont commenté, ils ont plus d'engagement avec ma page.
Fait qu'il faut que tu aies des indicateurs qui sont plus logiques, mais tout en gardant ça simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Absolument. Puis, je nous bande sur un sujet plus au goût de l'heure dans le fond au Québec. On a vu des influenceurs de plus en plus arriver puis profiter de la vague des réseaux sociaux. Mais il y a encore cette relation un petit peu ingrate qui vient avec ça. Là. Puis on le voit avec les Olivier Primo de ce monde, tout ça. Puis eux, ils font leur chemin, ils s'en foutent pas mal. Olivier Primo, il a lancé son propre média. C'est une machine, ce gars-là. Puis, exactement, c'est ça, Beach News Everyday, je pense que ça s'appelle. Ouais, Puis, donc, comment tu vois ça? Comment tu vois ça, notre perception des influenceurs? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, quelque chose qui a encore de la place à évoluer? Définitivement. Ça a évolué énormément. Encore une fois, le confinement a énormément aidé. Mais moi, j'ai une perception j'ai une perception qui est très, très arrêtée des influenceurs. Puis à partir du moment que je le nomme, on dirait qu'on simplifie toute la patente. Moi, des influenceurs, c'est des créateurs de contenu qui ont une plateforme de diffusion. That's it. C'est simple comme ça. Fait que si je veux travailler avec un influenceur, je vais travailler avec quelqu'un qui crée du contenu, photo, vidéo, story, whatever, et je vais profiter de sa plateforme de diffusion pour pouvoir aller chercher plus de reach. Et c'est là que les relations avec les influenceurs deviennent compliquées parce qu'il n'y a aucune régie. Tu peux travailler avec un influenceur, il va te charger 500$ pour un post. Tu vas travailler avec un autre influenceur, il va te charger 5000$ pour un post. Mais il n'y a rien. Sauf que moi, quand je travaille avec des influenceurs, je sépare ces deux volets-là. De dire, j'ai besoin de toi pour de la création de contenu. Je veux que tu me fasses une photo, un post, il y a une valeur X. Et ensuite de ça, je vais te payer pour que tu la diffuses sur ta plateforme et j'ai un budget de Y. OK. Tu sais, présenter comme ça, c'est super simple. Parce que là, il n'y a pas trop d'influenceurs. Il y a trop d'entreprises qui engagent des influenceurs sans faire leur due diligence. C'est ça le problème. Parce que, je veux dire, moi, je me pars un compte Instagram demain, je m'achète des faux abonnés, je me mets des faux likes, puis tout le kit, puis je mets des photos, puis tout. Puis là, je suis comme, ah, j'ai fait ça. Puis il y a une compagnie de concessionnaire automobile qui m'appelle, dit, hey, c'est vraiment hot, man, je te fournirai un char. Ben, je serais épais de dire non. Mais si le concessionnaire automobile ne m'appelle pas, ben, je vais me poser des questions sur ma création de contenu puis sur ma pertinence. Fait il y a une méconnaissance des entrepreneurs puis des entreprises au niveau des influenceurs. Les influenceurs, ils font leur affaire, là. Ils font leurs choses, puis... Mais quand tu les vois comme étant des créateurs de contenu, la perception, elle change complètement. Puis comment tu vois, parce que ces gens-là, ils se prennent un paycheck à la fin de la journée quand ils font le post et tout ça. Puis juste avant du balado, tu parlais du fait que c'est naturellement la mentalité née pour un petit pain qu'on couvre énormément puis qui a mené à la jeunesse du balado est toujours présente. Comment est-ce que tu penses qu'on voit mieux les influenceurs de plus en plus? Parce que comme tu l'as dit tantôt, pour prendre tes mots, mais aussi ce qu'on entend souvent, c'est que les gens qui ont du succès, qui sont riches, puis les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est comme le pic de ça. Là. Tu vois, Olivier Primo et autres. La nouvelle génération, commence à être s'américanise, là, si je pourrais dire, là, dans le bon terme. Là. Okay. Tu sais, les jeunes, le hustle, puis les Gary Vee, puis Olivier Primo, là, lui, il est comme, hey man, savez-vous quoi, je roule en Ferrari, puis ça me coûte pas une scène. Ça, c'est brag. Ça, c'est hot. Mais tu sais, les jeunes, ils trippent. Les vieux sont comme, c'est à cause de son père, puis tout le kit. Non. Ils braguent, OK? Mais moi, je l'ai tout le temps dit, je le répète à mes enfants tout le temps, puis ils trouvent ça très drôle. Là. J'ai dit, au Québec, il y a 2 catégories de gens que les Québécois ils détestent. Savez-vous c'est quoi? Vas-y. C'est les winners puis les losers. OK? Fait que, si t'es un loser, t'es sur le BS, puis t'as pas de job, tout le kit, tu vas au crochet de la société, on veut rien savoir de toi. Si t'as trop de succès, puis t'as trop de cash, ben tu fourres quelqu'un dans le système, fait qu'on t'aime pas non plus. Faut juste que tu sois dans le milieu. Fais pas de vagues. Okay? Ça, c'est la réalité. Puis, je l'ai réalisé ouvertement quand on est allé, je suis allé avec Martin, mon directeur de pub, on est allé à Nashville pour une formation sur le marketing web. Et c'est un gars qui est là. Le gars, il fait sa conférence, puis il dit, moi, j'ai fait des cours de piano en ligne. Je fais des cours de piano en ligne, j'ai parti ça. Puis je génère des dizaines de millions de dollars de revenus avec mes cours de piano en ligne. Là, tout le monde est comme, c'est malade et tout. Et là, il parle, il a sa présentation, on est comme 5000 personnes dans la place. Avant COVID, on s'entend. Fait que, il fait la présentation, puis tout le kit, puis il dit, maintenant, je suis un entrepreneur à succès, puis blablabla. Et là, il arrive, puis il met sa photo, il met une photo en gros, puis il dit, ça, c'était moi à 36 ans. Là, tu le vois, il est un petit peu chubby, puis tout le kit. Il dit, ça, c'est moi maintenant que j'ai atteint le succès. Bang, il switch de photo, il est en chess, il est musclé, tout huilé, à côté de sa Ferrari.
Et là, moi, je regarde ça, je suis comme, mais quel frais chien. J'ai pas le temps de finir ma phrase dans ma tête. Standing ovation. Tout le monde est debout. Ça hurle, mon gars, ça tape dans le vent. Là, après ça, et là, il continue. Une autre photo de lui avec sa femme en bikini à côté sur leur piscine avec leur manoir en arrière. Ça hurle. Là, je suis comme, on ferait ça au Québec, t'entendrais des criquets, man. Le monde serait comme, mais qu'est-ce qu'il fait en chess dans sa présentation de business? Ça n'a aucun rapport. On a une mentalité qui est très, très comme ça. Mais la Très nouvelle noble. génération, tu sais, puis quand je parle de nouvelle génération, je veux dire, mettons, les 30 ans et moins, là, ils sont beaucoup mindés là-dessus. Les autres sont comme, OK, comment je fais pour travailler moins, puis faire le plus de cash possible, puis je vais prendre ce cash-là pour pouvoir, mes enfants ils disent, pour pouvoir flexer. Tu sais, je vais flexer, puis OK, good. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans, là. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, on regardait nos parents, nos parents ils travaillaient 50-60 heures par semaine pour arriver. Puis eux autres sont comme, ouais, mais pourquoi je pourrais pas en travailler genre 25, flipper du Bitcoin, puis me promener en Bugatti? Tu sais, le raisonnement, il est bon. Fait que je pense que la nouvelle génération va commencer à changer cette mentalité-là. On l'a de plus en plus. On commence à avoir des gens qui ont du succès, puis on commence à trouver ça le fun. Olivier Primo, je le répète encore, c'est un précurseur, là. C'est un gars, parce qu'on aime les gens qui ont du succès, on n'aime pas les gens qui font du cash. Ouais. C'est weird, non? C'est vraiment weird, mais c'est vrai, ça. Mais tu sais, mettons, on va prendre un Véronique Cloutier, un Louis Morissette, un Étienne Boulay. Il n'y a aucun problème. Tu sais, Julie Schneider, ils performent. C'est fou. On est super contents pour eux autres. Mais qu'ils nous disent pas qu'ils se promènent en Ferrari, là. Non. Mais c'est intéressant parce que, premièrement, déjà, Louis Morissette qui est rendu maintenant le conseil d'administration d'Investissement Québec. Ouais. Low-key. Mais ça, justement, c'est le type de succès quand on est comme, OK, à cause qu'il y a un poste affilié, etc. Puis ça, on revient un peu même dans l'histoire du Québec. Quand on pensait au succès québécois, on pensait, exemple, à Jean Béliveau, un capitaine, le capitaine de la classe, un gentleman, un vrai et modeste et calme, etc. Mais là, quand on a quelqu'un qui connaît autant de succès comme un Piquet Souban, c'est too much. C'est too much. Trop Il était d'énergie. flashy, en plus. C'est ça, trop flashy, le flashness, etc. Donc, je pense que ton exemple, ça témoigne un peu que la définition du succès ici au Québec est quand même très différente. Je pense qu'au Québec, comparé aux États-Unis, c'est moins sur le contenant, beaucoup plus sur le contenu. Qu'est-ce que tu as fait comme action? Par exemple, en ce moment, Laurent Duvernay-Tardif, un ambassadeur clé en ce moment du Québec, à cause que oui. T'as-tu déjà vu son char? Aucunement. Jamais. Tu vois? Tu sais, c'est que aux États-Unis, là, il y a quelque chose de bien différent d'ici, là. Moi, je m'en vais rencontrer un client demain. J'arrive à son bureau en Ferrari. Il signe pas avec moi. Non, il Sa va première, peur. il fait comme, hey, il doit en fourrer en assis du monde dans une semaine pour être capable d'aller en Ferrari. On est comme ça. Ouais. Aux États-Unis, il rentre avec la Ferrari, c'est comme, je signe avec lui. Je sais pas ce qu'il va me vendre, mais tu sais, s'il peut se payer une Ferrari, c'est parce qu'il est vraiment fort. Fait qu'on a vraiment une mentalité qui est complètement à l'opposé. Puis, mais il y a quand même un côté très, très pernicieux à tout ça qu'il ne faut pas embarquer non plus. Parce que un n'amène pas l'autre non plus. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui commencent puis qui se disent, moi, je commence à travailler, puis hey, je me promène en BM, puis je me promène en Porsche, puis je me promène en Tesla, puis tout le kit. Ouais, mais ça, c'est le résultat de. C'est le résultat d'années de travail et d'années de succès. Puis le problème qu'on a avec les médias sociaux, puis avec les influenceurs, puis avec ça, c'est que souvent, le succès est très, très éphémère. Tu sais, j'ai réussi à faire quelque chose, puis là, j'explose en dedans de 2 ans. Puis là, je fais du cash comme c'est pas possible, tout le kit. Tu sais, c'était Tony Robbins, le conférencier, qui disait quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. C'est les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10. Les médias sociaux nous amènent beaucoup dans le 1 an. J'ai du succès maintenant, ça roule tout le kit. C'est un excellent point ce que tu as parce qu'exemple, une influenceur de bodywear, en termes de bikini, etc. Son prime est dans la vingtaine. Donc, elle vend le lifestyle, elle vend les gros voyages, elle vend les photos paradisiaques. OK, que oui, énormément de travail avec son agence pour assurer que c'est la bonne photo, la bonne logistique. OK, on fait telle stratégie pour mettre à quelle publication, etc. Je ne suis pas pour dire que justement que c'est des bons entrepreneurs aussi, les influenceurs, etc. Mais c'est difficile aussi pour les jeunes générations d'avoir ça comme role model parce que à la fin, que tu es conscient de ça, c'est qu'ils ont un prime de 10 ans. Après 10 ans, là, ça part si tu fais beaucoup de chirurgie, c'est tough à maintenir ton image. 10 ans, c'est long. Là. Mais c'est parce qu'il y a aussi des enjeux. Il y a aussi des enjeux qui sont importants aussi. C'est parce que, tu sais, au Québec, on a une autre réalité. Là. Nous autres, on a des saveurs du mois. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Là. Fait que quand il y a un influenceur qui commence à être hot,
puis que les gens ils le trouvent cool, ben là, c'est de dire, il y a 6-7 compagnies qui vont l'engager, qui vont commencer à travailler avec, qui vont lui donner un show de radio, il va être intervenant dans une émission, il va être ci, il va être ça. Fait que stratégiquement, l'influenceur qui voit que c'est la saveur du mois, ben prends-les, tu sais, cash in, mon ami, là, tu sais, va chercher tout ce que tu peux, puis parce que dans tu sais, on niaise avec ça, mais Occupation Double, là, Occupation Double, c'est un super de bon exemple. Tous les candidats d'Occupation Double, quand ça commence, bang, notoriété qui est to the roof, là, tu sais, ils sont super connus. Mais il y en a très peu là-dedans qui sont capables de capitaliser là-dessus après. La plupart disparaissent. Hein. La plupart disparaissent. Il y en a d'autres, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « J'ai une audience, je vais continuer de bounder avec cette audience-là, je vais bâtir une business et je vais être capable de le faire. » Je pense que, faut bien que je vais le dire son nom, c'est Andréane Marquis. Andréane Marquis. André Marquis, oui. Ouais, Bon, Women's. Elle, c'est le modèle parfait. Elle a fait Occupation Double, elle est allée chercher un crowd, puis après ça, elle a dit « Je pars une business, bang, Et cash in. j'ai même un autre exemple Stratégique. pour ceux qui écoutent le balado. En fait, Pop Underwear, en fait, c'était une ancienne de Jessica Dénommé, une ancienne qui apparaît à Occupation Double, avec aussi Vanille Lefebvre, que, by the way, Vanille est enceinte, si vous ne l'avez pas vu, donc un grand félicitations pour si elle écoute le podcast. Donc, c'est exactement ça, ce qu'elle disait dans le balado, c'est qu'elle est arrivée à Occupation Double avec une stratégie. Je veux avoir une audience, je veux avoir un reach. Et à la fin, j'utilise justement l'audience que j'ai bâtie pour utiliser cette compagnie-là qui est rendue Pop Underwear, qui est rendue dans une entreprise qui apparaît à l'œil du dragon, qui scale en Europe et que justement leur audience sur Instagram, c'est une audience qui est organique parce qu'ils sont attachés aux deux entrepreneurs en tant que personne. Ils ont pu grandir avec ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a 3 ans, j'ai participé à une émission qui s'appelle Moment décisif, qui était à V. Okay? Il prenait 3 entreprises. Ben, il prenait une entreprise qui avait un besoin. Et cette entreprise-là, il trouvait 3 agences qui faisaient un pitch. Puis c'était un elevator pitch. Tu embarquais dans l'ascenseur, tu avais 90 secondes pour faire ton pitch. Puis après ça, tu sortais. Et là, après ça, le client, il en choisissait 2 pour aller en finale. Les 2 avaient 10 minutes pour s'asseoir avec le client puis dire qu'est-ce qu'on ferait comme stratégie. Et à la fin, il choisissait puis on avait le mandat. Fait que j'ai participé à cette émission-là. J'ai gagné l'émission. Oh wow! OK? Nice. Puis j'ai fait un pitch de feu qui a duré 88 secondes. C'était nickel. Okay? C'était vraiment parfait. Puis je me souviens très bien, mon directeur créa, Alex, il m'avait dit, tu sais, Marco, tu t'en vas là-bas, mais pense pas au client. Pense pas au client qui est en avant de toi. Pense au monde qui écoute le show. C'est eux, nos clients. Parce que, tu sais, si tu as l'émission, si tu closes le deal, good. Mais si tu donnes une bonne impression à 3, 4, 10, 20, 60, 100, 200 personnes qui écoutent le show, eux autres vont devenir des clients par la suite. Fait que, mais t'as-tu vu, c'est exactement la même vision qu'elle avait. Elle a dit, Occupation Double, c'est un moyen d'aller à l'autre étape. Tandis que, c'est un peu comme, tu sais, je fais encore des analogies de sport, là. Il y a bien des joueurs, quand ils sont repêchés, ils pensent qu'ils ont atteint le stade. Non, man, t'as juste eu le droit de travailler fort pour aller à l'autre étape. Au day, même chose. Tu vas avoir une plateforme pour aller chercher une audience. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette audience-là après? Puis les entreprises sont pareilles. Vous travaillez fort sur les médias sociaux, vous avez plus de communauté, vous avez plus d'engagement, vous commencez à travailler avec des ambassadeurs, avec des influenceurs, puis tout le kit. OK, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et c'est intéressant parce qu'aussi, il y a une riche histoire, en fait, des Québécois avec, justement, la culture, justement, de la télévision. En fait, un attachement avec un acteur, un attachement avec une série. Exemple, tu sais, si on parle aux kids, les 90s kids, dès qu'on dit Ramdam, les souvenirs se propagent. C'est fou parce qu'on a une forte émotion. Moi, j'étais plus l'époque Ouattatatao, là, mais... Ouf, OK, non, je t'avoue que là, c'est Ouattatatao. Non, c'est pas assez comme cool comme ça. Là, non, Ramdam, c'est trop facile. Mais effectivement, qu'on a... Mais, parenthèse comme ça, tu sais que... Je fais une parenthèse, mais tu vas voir, il y a un lien. Il y a des statistiques qui ont sorti que savez-vous quelle tranche d'âge qui partage le plus de fausses nouvelles sur les médias sociaux? Oh. Les jeunes? Baby boomer. Ah, OK. Pourquoi? Parce que les baby boomers, ils proviennent d'une réalité où est-ce qu'il y a 3 postes de télé puis il y a 2 journaux. Puis tout ce qui sort de là, c'est fait par des journalistes, c'est des faits, c'est établi, puis tout le kit. Fait qu'eux, quand ils voient des nouvelles, ils sont habitués dans leur éducation. Ce qui sort aux nouvelles, c'est vrai. Fait que quand ils arrivent sur les médias sociaux puis que tu vois des fausses nouvelles, eux autres, ils n'ont pas le réflexe de dire est-ce que c'est une vraie source? Est-ce que ça fait du sens? Fait qu'ils disent oh mon Dieu, partage ça. Fait que c'était juste. Puis ça vient de la culture de la télé, que on a notre propre communauté télévisuelle parce qu'on n'a pas de show du Canada anglais. Je veux dire, tu vas regarde, va en Ontario puis dis Ramdam.
Il n'y a aucun 90s kid là, qui vont faire, hein? Ils vont faire, ça va, How are you? ça va, ça? Qu'est-ce que tu dis? You good? You need someone? Non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est ça qui est fou parce que, tu sais, et je pense que Mobux, puis comment tu vois les choses, c'est quand même très québécois, même peut-être beaucoup plus québécois que tu le penses. Parce que on parle beaucoup d'authenticité. On parle beaucoup justement du partage d'informations. On parle beaucoup des émotions, tu sais. Puis c'est quand même fou comment tu as mentionné même que c'est un peu le underdog. On prend la culture justement qui est pas populaire, etc. Mais que genre, on va atteindre le succès à travers un résultat acharné de travail, tu sais. C'est fou comment la culture souvent des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu mets de l'avant, c'est très, très, très québécois. Et dis-moi un peu, c'est quoi ton attachement un peu avec les valeurs québécoises? Est-ce que souvent avec ton équipe, tu te remets en question par rapport à « Ah, shit, OK, c'est pour ça qu'on a autant un fort engagement ici. » Je sais pas si tu as déjà eu ces réflexions-là. Ben, moi, c'est drôle parce que je réponds à ta question. Je me suis jamais posé la question en tant que telle, là, mais tu sais, moi, j'ai bâti, puis je sais que ça fait hyper quétaine ce que je vais dire, là, mais c'est pas grave, je l'assume. Go for it. J'ai bâti ma business comme une famille. Je prends soin de ma gang, puis ce que ça fait, c'est que je prends soin de mon équipe. Mon équipe a ce souci-là, et mon équipe prend soin de mes clients. Fait qu'on on est vraiment dans le care, tu sais, on se préoccupe. Puis quand un client il appelle, puis quand un client appelle et dit hey, « j'ai un problème, tu pourrais-tu m'aider? » Puis tout le kit, oui, on peut t'aider. Puis si le client il dit hey, « je vais te donner 50 000 parce que je veux faire telle chose », mais ça se peut qu'on dise « non, c'est pas une bonne idée. » Parce que moi, j'ai un modèle d'affaires qui est très drôle, là, puis je le dis ouvertement, puis je suis très fier de ça. Moi, j'ai des clients qui sont avec moi depuis 2016 et je les renouvelle à toutes les années. Pourquoi? Gestion mesurée des ressources. On arrive à la fin de l'année, voici combien ça a coûté, voici combien ça a rapporté. On est dans le positif. Est-ce qu'on continue pour l'année prochaine? Le client est comme oui, Ouais. je me pose même pas la question. Fait que moi, je dis toujours, plus vous faites de cash, plus je fais de cash. Fait que c'est un win-win situation. Là. Fait qu'on care, on se préoccupe vraiment des clients. Je me préoccupe de ma gang parce que j'ai besoin d'eux autres pour pouvoir grandir et pouvoir continuer à performer. Puis eux, ils prennent soin de nos clients parce qu'on le sait que le succès de nos clients est vraiment relié au nôtre. Tu sais, il y a des agences qui font comme « OK, parfait, mandat, 50 000, OK, c'est beau, on le fait, c'est fini, on va en trouver un autre. » Mais c'est bien plus facile de garder des clients là, que d'aller en chercher des nouveaux. Ouais. Fait que je te dirais que sans y penser, c'est juste dans mon ADN. Tu sais, je veux dire, on se préoccupe, je me préoccupe de ma gang. Je suis un gars qui est très, très empathique. Tu sais, on a fait mes enfants, il fallait qu'ils me trouvent une qualité un moment donné. Je ne sais pas pourquoi qu'on jouait à ça. Puis il m'avait dit bienveillant. C'est la qualité qu'on m'avait dit. Puis je trouve que c'est très, très fidèle à ce que je suis. Bienveillant. Je veux que ma gang soit bien. Je veux que mes clients soient bien. Parce que ça va faire que la business va bien aller dans toutes les sphères. Fait que je pense que les Québécois, on est beaucoup comme ça. Tu sais, on aime ça. Tu sais, on n'est pas des selfish. On n'est pas, tu sais, au Québec, c'est la province où est-ce qu'on ramasse le plus de cash pour les fondations. Là. Ouais. Opération Enfant Soleil, puis tout le kit. Puis on n'est pas les provinces les plus riches, mais on en donne. On est comme, oh mon Dieu, on va aider notre prochain. On est de même, tu sais. Fait que je pense que c'est juste dans l'ADN de ce que je suis. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un reflet de ce que tu dis, aussi de l'industrie, de l'agence, justement, des agences de marketing. Tu sais, à Montréal, c'est fou la richesse des agences de marketing qu'on a, par exemple, les Silly de ce monde, les Bleu, Blanc, Rouge, etc. G2, etc. Que, tu sais, évidemment, c'est des concurrents un peu d'une façon ou d'une autre, mais c'est l'exposure aussi qu'ils ont en ayant des contrats internationaux, etc., avec les big players, c'est justement le fait de care autant à ce que ton succès est la priorité de tout. Ouais. C'est pas je vais donner mes ressources les petits stagiaires pour faire le mandat parce que je m'en fous. On va donner les ressources que tu as parce que si tu succès. Mais la différence importante, c'est que c'est vrai. Tu sais, parce qu'il y a le dire puis le faire, là. Deux choses bien différentes. Ah, on care. Puis finalement, il se passe rien. Mais tu sais, oui, effectivement, qu'on est bienveillant puis on veut. On prend soin les uns des autres. Pas toujours, là, des fois, c'est un peu tricky, là. Mais tu sais, c'est vraiment l'approche que j'ai, honnêtement, sans même me poser la question, là. Je veux dire, c'est juste le mode de fonctionnement qu'on a, de juste, on prend soin de mes clients parce que je suis bien conscient que si j'ai pas de clients, ben, j'ai pas de business. Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon client dans la mesure du possible? Tu sais, parce que prendre soin d'un client ne veut pas dire être l'esclave d'un client et tout faire ce qu'il veut, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup dans notre société, tu sais, où est-ce que, tu sais, tantôt, tu parlais de Jean Béliveau et tout le kit, là. Tu sais, des yes men, là, je veux dire, on s'est forgé là-dessus, là. Oui, on va le faire, oui, on va le faire. Ouais, mais
la nouvelle génération, là-dedans, ils nous confrontent beaucoup, mais ils n'ont pas nécessairement tort. C'est comme, hey, il faut que tu fasses ça. OK, mais pourquoi? C'est comme, comment ça, pourquoi? Parce que je t'ai dit de le faire. Ouais, mais je pense que si on le faisait de telle façon, ce serait beaucoup plus efficace. Les baby boomers détestent ça. Ouais, mais admettons que c'est vrai que c'est plus efficace. Je veux dire, tout le monde gagne. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un changement de culture, puis un changement de mentalité qui est comme, on peut-tu questionner un peu ce qui se passe pour être productif? Moi, questionner pour questionner, il y a une chose, là. Mais s'il y a une question, puis il y a une proposition de solution qui est faite, let's go. Eh oui. Puis, ouais, d'accord avec ça. Puis en plus, c'est plein d'opportunités qui vont venir de ça. Clair. Énormément. Puis ça me fait penser, tranquillement, on s'approche un petit peu vers qu'est-ce qui s'en vient aussi pour l'agence Mobux. Donc, tant qu'à y être, on passe dans la section du pain sur la planche. Vas-y. Ouais. Puis, je commencerai peut-être avec, t'as plein de projets, t'en as parlé très brièvement, mais tu sais, tous tes projets avec le club de hockey à Le McMasterville. Mobux. Le Mobux de McMaster. Masterville. Ouais, c'est... The one and only. Ben, tu sais, le Mobux de McMaster, c'est un projet qui est à part, là, tu sais, je veux dire, c'est Mobux qui est commanditaire principal d'une équipe de la Ligue nationale de hockey-ball, qui est juste un rêve de kid, là, d'avoir une équipe professionnelle, là. Je suis président du Mobux de McMaster, tu sais, c'est le fun et tout. Mais il y a toujours, tu sais, tantôt, quand on parlait d'occupation double et tout ça, il y a toujours une vision derrière tout ça, là. Je fais ça, oui, parce que j'ai le goût de le faire, mais quand je suis entré là-dedans avec mes 4 partners, on disait on y va all-in, puis on veut être le Canadien de Montréal de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'on veut une image qui est A1, on veut une expérience qui est A1, et tout ça va faire par effet rebond qu'on a un branding, on a de la vidéo, on a des médias sociaux, on a une campagne de pub. Bien, il y a d'autres clubs qui vont nous voir aller, il y a d'autres ligues qui vont nous voir aller, il y a des clients potentiels qui vont venir voir les matchs, puis au final, ça va me générer de la business. Tu sais, c'est l'objectif final quand même. Moi, je le fais pourquoi? Pour un rayonnement. Je veux qu'on soit capable d'exploser puis d'avoir une visibilité. Et un des aspects qui est super important, une des raisons pour laquelle je l'ai faite, c'est que j'ai carte blanche. Souvent, quand on travaille avec des clients, on a quand même des barèmes, là. On a quand même, tu sais, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux... Mais là, avec le Mobux de McMaster, je peux faire ce que je veux. Tu sais, fait avec les avantages et les désavantages, mais là, je suis capable de dire, est-ce que je suis prêt à dealer avec le désavantage potentiel? Si la réponse est oui, on y va. Ouais. Et là, on va pouvoir s'amuser puis amener ça où est-ce qu'on veut. Fait que c'est un super de beau projet qu'on lance, qui va, avec les mesures de la santé publique, il y a une saison qui va commencer au mois de juillet, ce qui va être le repêchage le mois prochain et tout. Ça va être super le fun. Ça, c'est un projet sur le site, tu sais, que je fais avec d'autres associés. Ouais. Mais je peux te poser une question Allez, par rapport à ça? Absolument. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont initiées à wow, ok, je savais pas qu'il y a une ligue de hockey-ball. Deuxièmement, je savais pas qu'il y avait les Mobux de McMasterville. Tu sais, les Canadiens de Montréal, ok, il y a un set de valeurs, il y a un set de missions auquel il y a un sentiment d'appartenance. Ouais. Et pour toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu es en train de construire cette identité justement du Mobux de McMasterville. Donc, c'est quoi en fait justement comme le Mobux? Qu'est-ce qui est différent comparé aux autres équipes de la Ligue? Là? C'est drôle, hein, parce que ce que j'ai fait avec ma gang du Mobux de McMaster, je leur ai envoyé les valeurs d'agence Mobux. Parce que j'ai dit, c'est exactement ça que je veux représenter. Okay. Je veux qu'il y ait de l'engagement, je veux qu'il y ait de la performance, je veux qu'il y ait de la créativité, je veux qu'il y ait du fun. Fait qu'on est là. Tu sais, c'est dire... Moi, j'ai ramassé la journée que j'ai ramassé un club pro, parce que c'est ça, c'est une ligue professionnelle, les joueurs sont rémunérés. J'ai dit, on va pas juste être pro dans le nom, là. On va être pro du début à la fin. L'expérience client va être incroyable. Puis les joueurs vont être traités comme des pros. Tu sais, la journée que nos joueurs sont draftés, c'est tu viens au bureau, signer ton contrat, tu as un shooting photo, tu as un vidéo promotionnelle à faire. Tu sais, pro. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est une extension de. J'étais pas pour mettre le Mobux. Tu sais, c'est niaiseux parce que je l'ai eu la discussion. Puis je vais avoir un talk avec tous les joueurs quand on va les signer. Je veux dire, c'est le nom de ma compagnie là, qui est sur le jersey. Fait que s'il y a un gars qui pogne les nerfs et qui casse un bâton dans le dos d'un gars, tu viens probablement de me faire perdre des clients. Ah, ça passera pas. T'sais? Fait qu'il y a un enjeu là-dedans qui est super important, mais j'avais le goût de le faire. J'avais le goût de le faire, puis j'avais le goût de le vivre. Puis c'est un peu justement à l'inverse un peu du mouvement québécois. Là. C'est-à-dire, j'ai une entreprise de médias sociaux de marketing numérique qui va bien.
Je suis conférencier, je suis coach, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre. Nice. On part une formation en ligne, moi puis Martin, sur la technique Moneyball qui permet aux entreprises de pouvoir bâtir une campagne et de gérer leurs médias sociaux en 1 heure par semaine. Et on va les former pour qu'ils soient capables de le faire. J'ai un club de hockey-ball. Et là, tout ça mis ensemble, ben, ça démontre un succès. Je ne démontre pas ma richesse, là, parce que de la richesse, il n'y en a pas tant. Là, Non, ceux qui partent une business, ils le savent. Là. C'est le contenu de tous tes nombreux projets qui témoignent justement. Absolument. Mais tu sais, je reviens avec du Tony Robbins. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Moi, j'ai une vision de 10 ans. Là. Qu'est-ce que tu sais, dans 10 ans, je vais être où si je travaille intelligemment et je travaille correctement dans les 10 prochaines années, le succès va être là. C'est intéressant parce que un autre truc qu'on n'a pas mentionné, mais tu représentes aussi comme le Mobux, tu représentes les personnes qui croient à la même chaîne de valeur, etc. Tu as même eu la chance de représenter le Canada ou le Québec dans un sommet à Berlin de Young Entrepreneurs. Ben, j'ai représenté les deux. Okay. J'étais le représentant du Québec qui représentait le Canada, qui représentait le G20, G20 des jeunes entrepreneurs. J'ai fait Berlin en 2017 et j'ai fait Buenos Aires en 2018. OK, mais c'est amazing. Puis c'est vraiment fort. Puis... Ça, c'est, soit dit en passant, là, ça, tu sais, dans Bucket List, là, Mobux, G20, Allemagne, dans la même phrase, puis ça fait du sens, là. C'est un gros what the fuck. Ça n'a pas de sens. C'est ça. C'était comme, OK. Puis moi, mes enfants, ils me disent toujours la même affaire. Mon plus vieux, il me dit, ouais, papa, mais toi, t'as pas été à l'université. Je dis, ouais, mais kid, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je parlais à l'université, je joue une game de soccer qui est la vie. Puis moi, quand je suis pas allé à l'école, puis que je suis pas allé me chercher d'instruction, puis de diplôme et tout ça, bien, ce que j'ai fait, j'ai laissé l'adversaire prendre l'avance 3-0. Fait que, ouais, je suis en train de gagner la game, là. Ça va bien, là. Je suis en avance, là. Je m'en sors vraiment bien. Mais j'ai struggle, là, pour faire 3-1, 3-2, 3-3. Est-ce que tu peux, à ton jeune âge, ou est-ce que tu n'as pas beaucoup de responsabilités, puis tu as du temps, est-ce que tu peux te permettre de commencer la game à 0-0 ou même à 1-0 à ton avantage? Tu sais, fait que ça veut pas dire que parce que tu gagnes la game, que tu l'as pas eu difficile avant. Mais je veux dire, c'est épuisant, là. Perdre une game 3-0 ou mener la game 3-0, c'est pas pantoute le même fun sur le terrain, là, tu sais. Exact. Fait que le fait d'être modèle, tu sais, puis je prétends pas être un modèle. Moi, je fais mes affaires, puis si ça inspire des gens, good. Ouais. Parce que ce que tu fais, je fais même un autre référencement par rapport au sport, c'est, tu sais, il y a des personnes, justement, que dans ta vie d'étudiant ou quoi que ce soit, ton but est de devenir le number one overall pick. Quand tu as fini l'école puis tu vas aller dans le marché de l'emploi, tu vas avoir toutes les portes ouvertes, tu vas être le number one prospect, il n'y a aucune chance, etc. Mais ceux exemples qui ont un peu struggle, qui n'ont pas bénéficié de leur potentiel, est-ce que tu vas être le number one draft pick qui devient un bust, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas travaillé sur justement tous ces avantages qu'il a, ou tu vas être l'exemple de la personne du 7e round qui devient comme un peu à la Red Wings, à ce qui travaille dans la ligue mineure, etc., puis qui réussit à trouver son path. Donc, peu importe, c'est que il y a des personnes, peu importe d'où tu viens, c'est est-ce que tu vas maximiser ton potentiel que tu as? Absolument. Puis c'est le but. Ben, tu sais, moi, je te dirais que l'overall pick, pour moi, n'est pas important. Là. Je veux dire, je suis drafté premier ou je suis drafté 300e, ça me dérange pas. Moi, je veux gagner la coupe. Tu sais, il y a une nuance là-dedans. Exact. Et il y avait un joueur du Canadien qui s'appelle, pas du Canadien, Maxime Talbot, qui a joué pour les Penguins de Pittsburgh. Il avait dit dans une entrevue qu'il avait faite, il dit, tu sais, moi, j'ai été drafté 7e, 8e, 9e ronde ou quoi que ce soit. Puis il dit, il y a des joueurs québécois qui ont été draftés en première, deuxième, troisième ronde cette année-là qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Puis il dit, moi, j'ai marqué 2 buts, finale de Coupe Stanley, puis la gagné. Parce que lui, il a pris ça comme étant un point de départ, non un RV. Moi, c'est un peu la même chose. Ma gang, là, on s'est bâti une gang. On n'est pas des ex-LG2 puis des ex-Cossette, tout le kit. On est une gang. On s'est bâti un système ensemble. On s'est bâti une façon de travailler. Puis on est en train de progresser pour aller ailleurs. Fait que, moi, c'est... Puis je pense même que... Il y a quelqu'un de connu qui a dit ça, puis j'ai trouvé ça... Je pense que c'est Elon Musk qui a dit « Je préfère pogner quelqu'un qui a moins de compétences, qui a une bonne attitude, parce que les compétences, ça s'apprend. Puis c'est un peu ça. Tu sais, un first overall là, qui est imbu de lui-même, puis qui pense qu'il est donc bien bon, puis qui est donc bien fin, puis qui n'est pas habitué de faire d'efforts parce que le succès y arrive facilement. Ouais. Pas sûr que tu vas en coupe avec lui, là, tu sais. Ouais, 100%. Louis, est-ce que tu poses la fameuse question? Ouais, absolument. Donc maintenant, est-ce que tu penses que le Québec est né pour un gros pain? Définitivement.
Ah, oui, mais ça, je veux dire. Ça paraît dans tes yeux, ça. Ah non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, hydroélectricité, on est là. Tout ce qui est jeux vidéo, on est là. Il y a des startups qui partent ici. Je veux dire, on a tout. On a tout en place, là. C'est juste qu'il faut juste sortir de sa coquille puis y aller. Puis je veux dire, tu sais, puis on le voit de plus en plus, là. Je veux dire, même dans l'industrie du sport, tu sais, dans l'industrie du sport ou dans l'industrie des jeux vidéo ou dans l'industrie... Les Québécois, ils commencent à rayonner, ils commencent à avoir des postes clés, là. Mais on est au balbutiement, on débute. Pourquoi? Je pense que c'est la nouvelle génération. Tu sais, nous, avant, là, tu sais, mettons mes parents, là. Mes parents, ils ont 60 ans, là. Je veux dire, tu fais ta vie au Québec, là. Puis, je veux dire, nous autres, quand on a fini l'école, on travaille au Québec. Jamais j'aurais pensé... En réalité, je l'ai fait. Ma mère, elle a braillé, là. Quand j'ai fini le secondaire, j'ai dit, je m'en vais travailler pendant 3 mois de temps en Colombie, en Amérique du Sud. Puis je veux dire, elle était triste comme c'était pas possible. T'sais. Mais aujourd'hui, là, un jeune là, qui commence l'université puis qui dit Hey man, je suis en train de checker ça, je vais aller faire une session en Angleterre. Ah, cool. Good, vas-y. On est tellement rendu ouvert, puis les médias sociaux ont énormément aidé. Là. Maintenant, le monde est un seul même environnement. Fait que les jeunes qui arrivent là, ils n'ont plus de barrière. Ce qui cause quand même un problème au niveau de la langue française, là, parce que là, ils sont comme, je vais parler en anglais, je peux communiquer avec tout le monde à travers le monde. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Mais un jeune qui commence, puis le jeune, il dit, ben moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et où je veux le faire dans la vie? Sky's the limit. Mm-hmm. Tu sais, si tu dis, moi, je veux travailler, puis j'ai envie d'aller faire mon université en France, ben ouais, tu peux le faire. C'est faisable. Mais dans le temps, oublie ça, c'était impossible, là. C'était les familles riches incroyables qui envoyaient leur enfant là-bas pour pouvoir dire que leur enfant étudie en France. En France? Mais c'est ça. T'sais. Puis en plus, non seulement ça, si on prend l'inverse, moi j'ai travaillé souvent avec des Français dans des espaces de coworking, tout le kit. Puis la majorité des Français, ils partaient avec le principe, ils disaient, hey, nous autres, on est arrivés au stade là, que de partir une business en France, c'était trop compliqué. C'était plus simple pour nous de tout vendre en France, de prendre un avion et de refaire ma vie au Québec puis de partir une business au Québec. C'est plus simple. Puis pas un qui me l'a dit, là, ça, plusieurs. Là. Fait qu'on on a tous les paramètres au Québec pour être capable d'exploser. Il faut juste qu'on pogne la confiance puis qu'on brise nous-mêmes la barrière. Alors, tu dirais, exemple, qu'il faudrait que les Québécois aient plus confiance envers l'entrepreneuriat québécois. Ah, définitivement. Il y a déjà une belle confiance, là. Il y a déjà une belle confiance, mais il faut que l'entrepreneuriat québécois... Puis on commence à le voir de plus en plus. Je vais prendre un gars comme Nicolas Duvernois, là. Tu sais, Nicolas Duvernois qui a commencé, puis là, il est rendu au Japon, il est rendu en Europe, il est rendu aux États-Unis. Je veux dire, ça, c'est un modèle, là. Ce gars-là, il a dit, mais moi, j'avais un rêve, puis je trouvais que le Québec, c'était petit pour être un rêve. Moi, c'était le monde au complet que je voulais. Je veux dire, à un moment donné, il va faire une association avec SpaceX, puis il va dire, hey, savez-vous quoi, il va avoir du pur vodka sur Mars. Non, mais tu sais, je veux dire, pourquoi pas, tu sais. Mais je pense qu'on commence à avoir un changement, de mentalité qui est très important, où est-ce que avant, quelqu'un veut se partir en affaires, le monde, il disait, OK, mais pour vrai, là, pourquoi tu ne trouves pas une vraie job? Là, maintenant, quelqu'un arrive et dit, hey, je veux me lancer en affaires, le monde se dit, ah ouais? Ah, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Puis tu sais qu'il y a des organismes qui peuvent t'aider, tu peux avoir des subventions, tu peux avoir du financement, puis tout le kit. Puis tu sais, il y a telle personne que je connais qui a une business, tu pourrais t'asseoir avec pour pouvoir présenter ton projet. Puis tout, on est vraiment dans un état d'esprit qu'on le réalise de plus en plus. Tantôt, je le disais, c'est 92% des entreprises québécoises, c'est des PME. Il serait temps qu'on réalise que c'est important, là. 100%. That's it. 100%. Je viens Québec. toujours émotif quand je parle de ça. Ouais, le mot de la fin. Ben, tu nous as bougé, là. Tu nous as move, nous aussi. Mais justement, dernière chose qu'on aimerait te laisser faire, qu'on garde comme tradition, c'est on aimerait te donner... Là, tu as un pitch de 88 secondes que tu as fait, mais pas obligé d'être exactement ça. Mais si tu veux prendre un moment devant la caméra, là, puis vraiment dire une dernière fois, c'est quoi l'agence Mobux, puis où on peut te retrouver après? Ben, Agence Mobux, c'est une agence marketing numérique. Puis j'aime beaucoup dire qu'on est des créateurs de performance. Donc, on essaie d'allier création de contenu, performance, parce que un sans l'autre, ça donne absolument rien. Fait que formation, coaching, campagne de pub, gestion de médias sociaux, on s'occupe de tout. Technique Moneyball donne des formations pour vous aider à gérer vos médias sociaux en 1 heure par semaine avec une campagne et une audience pour vous permettre de générer des clients. Tout ça sur www.agencemobux.com, www.latechniquemoneyball.com.
Et vous pouvez aussi aller sur le groupe #SocialBoss. C'est un groupe, on est 1000 entrepreneurs, on donne des trucs et des conseils sur les médias sociaux. Non, nice. Fait que tout ce que vous avez là-dessus, vous l'avez. Ben aussi, attends, mais t'as parlé aussi d'un nouveau livre aussi que tu sors bientôt. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Ouais, ben c'est un autre bucket list que je suis en train de faire. En réalité, j'étais en train de terminer la rédaction de la stratégie, la technique Moneyball pour les médias sociaux. Okay, ouais. Donc, en réalité, c'est la conférence que je donne avec les 8 étapes pour pouvoir partir ta stratégie de médias sociaux. Puisque je dis toujours que les médias sociaux, c'est 90% préparation, 10% action. Fait que j'ai un livre qui devrait partir à l'automne. Qui est un guide que les gens vont pouvoir suivre. Et il y a également là-dedans des témoignages d'entrepreneurs à succès qui fait ça. Et dernière chose, j'avais oublié, on a le podcast La Technique Moneyball qu'on fait à tous les mois, où est-ce qu'on prend une entreprise qu'on pige au hasard et on lui fait une stratégie Moneyball live pendant 1h30 de temps avec moi et 3 experts. Ça, c'est beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Donc, juste de dire un peu, si vous voyez au courant des prochains mois que notre approche marketing change un peu, ben dites-vous que c'est une approche Moneyball qu'on va implémenter. Donc, il y aura plus d'informations à venir. Yes. Ben super, ben c'est ce qui conclut un peu cet épisode. Merci Marco. Hey, merci les boys, c'était vraiment le fun. Le Ricardo du numérique. Yeah, c'est moi ça. Oh shit, nice shit. J'avais ça dans les notes, j'étais comme ah ouais, on a parlé Ouais, de ça. j'ai dit souvent, j'ai dit moi je veux me positionner comme étant le Ricardo des médias sociaux. Là. Je trouve ça le fun. Merci les boys, c'était super le fun. C'est un plaisir. Alors, on se voit au prochain épisode? Yes. Let's go. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.